palestiniens. Un conflit, il faut bien le dire, oublié dans un contexte régional de crise. La guerre en Syrie, l'Iran et sa course au nucléaire, l'instabilité chronique au Liban font passer au second plan ce conflit vieux maintenant de plus de 60 ans. Alors peut-on espérer, comme Mounim Masri, qu'un jour la paix sera possible? On va en parler avec nos invités, mais avant cela, je vous propose d'écouter Tzipi Livni, qui est actuellement la ministre israélienne de la Justice, chargée des négociations avec les Palestiniens. C'était mercredi 8 mai à Rome. On l'écoute. L'idée est de relancer les négociations entre Israël et les Palestiniens. Nous croyons que reprendre les pourparlers et parvenir à un accord est dans l'intérêt d'Israël. Mais nous avons besoin du secrétaire d'État John Kerry, avec tout l'enthousiasme et la détermination dont il fait preuve, pour créer quelque chose de nouveau après 4 ans d'impasse et de stagnation. Yigal Palmor, on a entendu Tzipi Livni reprendre les pourparlers de paix et dans l'intérêt d'Israël. Mais la question que je vous pose, Israël fait-il réellement preuve de cet intérêt quand le gouvernement annonce la création de 296 logements à Beit El? Alors justement, il ne faut pas se fier aux grands titres puisque le gouvernement n'a rien annoncé de la sorte. Il n'y a eu aucune annonce du gouvernement. Si vous regardez les petits caractères de cette info, c'est un officier de rang moyen qui, pour des raisons qui sont les siennes, a décidé d'annoncer à une agence de presse que des plans qui existaient déjà ont subi une certaine démarche technique. Je peux vous assurer que cette démarche technique n'a rien à voir avec la construction. Aucune construction ne se profile à l'horizon. De toutes les manières, la question des implantations ne peut trouver de solution qu'à travers une négociation directe entre Israéliens et Palestiniens. C'est par un commun accord que nous parviendrons à résoudre ce problème avec, bien entendu, la question des frontières, du territoire de l'État palestinien, de Jérusalem et de la reconnaissance mutuelle des droits. Ofer Brunstein, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez persuadé que les Israéliens voulaient réellement la paix. Que représentent aujourd'hui les partis de la paix en Israël ? Le système électoral israélien est compliqué. Je ne sais pas s'il y a des partis qui représentent la paix aujourd'hui en Israël, mais je pense que la majorité des Israéliens veulent la paix. Tout d'abord, on a été témoin ces derniers jours en Israël de sanctions économiques très dures sur la population israélienne, due à une crise économique qui arrive en Israël aussi, avec du retard, mais elle arrive en Israël aussi. Les Palestiniens vivent dans la pauvreté. L'Égypte est au bord de l'implosion, surtout pour des raisons économiques. La tragédie syrienne continue avec plus de 100 000 morts, des dizaines de milliers de disparus, de torturés, 1,5 million de déplacés, de réfugiés. Le Moyen-Orient a besoin de cette paix. Pour retirer l'excuse du problème palestinien à tous les extrémistes de la région. Et la sécurité d'Israël ne sera garantie en fin de compte pas par les milliards de dollars qui sont injectés dans l'armée israélienne continuellement depuis 65 ans, mais par la reconnaissance de ses voisins par la paix. La paix, c'est le meilleur garant de la sécurité d'Israël. Rien d'autre ne pourra le garantir. Moi, vous voyez que le grand mufti de Jérusalem, par exemple, a été arrêté mercredi. Je crois que c'est une erreur. Vous parlez de la paix, vous dites que les Israéliens veulent la paix, les autorités israéliennes veulent la paix, et pourtant, il y a eu cette arrestation, il y a les forces de sécurité israéliennes qui ont tiré sur des Palestiniens. L'occupation doit se terminer. La colonisation doit se terminer. Les Israéliens et le gouvernement israélien doivent reconnaître les droits légitimes des Palestiniens à la dignité, à l'indépendance, à la liberté. Les pays arabes doivent reconnaître le droit d'Israël à l'existence et lui garantir sa sécurité et la normalisation. La meilleure initiative de paix qui n'a jamais existé, qui est la meilleure et qui est remise aujourd'hui sur le tapis, et à laquelle il faut faire attention, c'est l'initiative de paix de la Ligue arabe adoptée à Beyrouth, initiée par les Saoudiens, adoptée à Beyrouth en 2002. Aujourd'hui, la Ligue arabe à Doha, il y a 3 semaines, l'a remis sur le tapis. Une délégation très importante, conduite par le Premier ministre qatari, était à Washington la semaine dernière. Tzipi Livni, 2 jours après, était à Washington. John Kerry est de retour dans la région. Il se passe des choses, ça se cuisine. Je suis très optimiste. Alors justement, Marc Perlman, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative du roi Abdallah qui date en effet de 2002 en quelques mots? Oui, c'était une initiative qui était un petit peu sortie à travers la presse américaine, notamment à travers Thomas Friedman, qui est l'éditorialiste du New York Times, à savoir que en échange de la reconnaissance d'Israël et de la paix avec les Palestiniens, en échange de la paix avec les Palestiniens, les États arabes
normaliseraient leurs relations avec Israël. C'était en gros dire voilà, on en finit avec le conflit avec les Palestiniens. En échange, tous les États arabes s'engagent à normaliser. Et musulmans. Et musulmans. Et donc ça a été élargi ensuite à une initiative de la Ligue arabe, mais ça fait 10 ans, c'est resté lettre morte comme beaucoup d'initiatives. Alors on peut peut-être être optimiste aujourd'hui, mais c'est vrai que 20 ans après les accords d'Oslo, la prudence est de mise. C'est vrai que l'optimisme doit être mesuré. On a vu que Barack Obama, on se souvient, il a été élu en 2008, il a dit tout de suite je vais régler ça dès le début de mon mandat. Ça a été nulle part. Alors certains espèrent qu'il fait le contraire aujourd'hui, à savoir qu'il agit en coulisses réellement pour arriver à un résultat public une fois que les avancées seront là. Mais encore John Kerry qui fait des allers-retours. Trois fois dans la région, une quatrième visite qui est prévue là, voilà, pour la 21-22 mai. On ne mesure pas le succès au nombre de kilomètres. John Kerry travaille une diplomatie tranquille. On ne mesure pas le succès au nombre de kilomètres, vient de dire Marc Perelman of Bronstein. La détermination, je pense qu'elle existe. Majed Bamia, est-ce que les Palestiniens se donnent les moyens de parvenir aussi à la paix? On sait que le Premier ministre palestinien Salam Fayyad a démissionné, et ça depuis le 13 avril, qu'il n'a toujours pas été remplacé. Et puis il y a toujours cette division entre le Hamas et le Fatah. Ils ont signé un accord il y a 2 ans et ce sont toujours 2 frères ennemis. Il est clair qu'il faut que l'unité palestinienne se fasse, qu'elle est indispensable. Mais il ne faut pas que la division palestinienne serve d'excuse à la puissance occupante pour qu'elle poursuive son occupation. Soyons clairs, l'occupation israélienne, c'est la fille naturelle des régimes coloniaux que les puissances européennes ont connus ou ont fait il y a quelques décennies de cela, dans le siècle dernier. C'est la fille naturelle de l'apartheid qu'on a connu en Afrique du Sud. Et Jimmy Carter, l'ancien président américain, avait eu une formule, la paix, pas l'apartheid. Il est clair que ce gouvernement, c'est un gouvernement d'africaneurs. C'est un gouvernement qui veut poursuivre l'apartheid. C'est un gouvernement, au cours du premier mandat de Netanyahou, où il y a eu 50 000 colons de plus. Aujourd'hui, en territoire palestinien, il y a 500 000 colons. Donc, il faut qu'Israël clarifie ses intentions. Et je vous dis, l'apartheid ne s'est pas terminé parce qu'un jour, De Klerk s'est réveillé et avait de bonnes intentions et a donc négocié. C'est parce qu'il y a eu l'isolement international. C'est parce qu'il y a eu des sanctions à l'égard du régime d'apartheid. C'est parce qu'il y a eu le boycott, les désinvestissements des entreprises. C'est parce qu'il y a eu la résistance sur le terrain que ce régime d'apartheid a dû revoir sa copie et qu'il a, au nom de ses propres intérêts, décidé de négocier. Aujourd'hui, il n'y a aucune pression réelle sur Israël. C'est ce qui a permis à des milliers de colons hier de parader dans la partie orientale de Jérusalem qui est occupée. C'est ce qui a permis à Israël de fermer les institutions palestiniennes à Jérusalem. C'est ce qui a permis la construction du mur et des colonies. C'est à cela qu'il faut maintenant prêter garde si on veut que des négociations sérieuses puissent s'engager. Comment voulez-vous qu'on explique aux Palestiniens qu'Israël, en échange de la libération de Shalit, a libéré 1 millier de prisonniers palestiniens, mais qu'elle refuse de libérer un seul prisonnier pour les efforts de paix, y compris le Mandela palestinien Marwan Barghouti, une dizaine de parlementaires, des détenus administratifs qui sont là pendant des années sans savoir sur la base de quelle charge, des enfants de 12 ans. Comment expliquer aux Palestiniens que ce régime qui colonise la terre va accepter de négocier sur la base des frontières de 67 demain? Comment expliquer que ce gouvernement... Un instant, s'il vous plaît. Un instant, je voudrais que Igal Palmor réponde à des questions précises. Est-ce qu'il reconnaît les frontières de 67? Est-ce qu'ils vont cesser la colonisation? Est-ce qu'ils reconnaissent que Jérusalem-Est est occupée? Qu'il réponde à ces questions, qu'il montre qu'il est sérieux ou que son gouvernement a l'intention de rester une puissance occupante et qu'elle ne veut pas la paix. Igal Palmor, gouvernement d'Afrikaners. Oui, on a entendu une longue liste d'insultes, dont certaines personnelles contre moi. Je crois que je n'ai pas à répondre à ces invectives et à ce discours, ce langage tendancieux de haine et d'incitation. C'est quand même pas sérieux. On n'est pas là pour subir un interrogatoire façon régime syrien ou encore régime libyen. Donc essayons d'être sérieux. Nous sommes là pour parler du documentaire que vous avez montré et de l'espoir pour la paix, aussi infime soit-il, mais un espoir pour la paix quand même, que votre documentaire a montré. Je crois qu'en écoutant le discours du côté palestinien ce soir, on comprend combien les obstacles sont grands, combien les difficultés d'essayer de se retrouver autour d'un dialogue constructif sont encore énormes. Et malheureusement, voilà, nous devons faire face à cela, en plus d'un manque de volonté absolue d'engager un contact et un dialogue qui nous permettent de progresser. Alors je voudrais juste dire quand même 2 mots à propos de ce fameux plan de paix arabe. En 2007, il y a exactement 6 ans,
Ehud Olmert avait relevé le défi et avait appelé la Ligue arabe à négocier avec Israël sur la base de ce plan de paix que la Ligue arabe venait de reconfirmer dans son sommet à Riyad. Ce qui s'est ensuivi était édifiant. Des ministres aux Affaires étrangères de l'Égypte et de la Jordanie sont arrivés en Israël. Il y a eu des conversations avec le Premier ministre Olmert et la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Tzipi Livni. Mais après ce premier round de négociations, les ministres arabes sont partis, ils ne sont jamais revenus. Ils ont dit qu'ils devaient consulter leurs confrères. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, c'était le sommet d'Alapolis et la négociation directe israélo-palestinienne. Donc le plan de paix arabe, oui, c'est une bonne base pour commencer, mais on a déjà essayé une fois. Espérons que cette fois-ci soit la bonne. Mais enfin, l'expérience du passé permet quand même un certain scepticisme. Vous voyez, vous entendez, Ofer Brandstein, Igal Palmore parle quand même d'un certain scepticisme. Marc Perelman connaît bien aussi la région, parle d'un certain scepticisme aussi. Et vous faites preuve d'optimisme. Parce que moi, j'aimerais bien que quelqu'un me dise comment il voit l'avenir. Vous savez la différence entre un politicien et un homme d'État. Et malheureusement, au Moyen-Orient, il y a beaucoup de politiciens, il y a très peu d'hommes d'État. Un politicien cherche à se faire réélire, regarde les élections. Un homme d'État regarde les générations à venir. La question... Pourquoi je reste optimiste? Parce que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a quelque chose qui ne va pas changer. Il y a une grande communauté juive qui vit en Israël aujourd'hui et il y a un monde arabo-musulman qui l'entoure. Ils doivent vivre, trouver les moyens de vivre ensemble. Quelle sera la formule, quelle sera la forme, quelle sera l'initiative qui sera la bonne, on le verra. Mais ce qui est évident, c'est qu'ils vont trouver le moyen de vivre ensemble. L'extermination d'Israël, impossible. L'extermination des Palestiniens, impossible. Donc, s'il y a 50 ans ou 55 ans, je vous aurais dit, Vanessa, il y a une Union européenne qui va naître des cendres de cette horrible guerre qui a été la Seconde Guerre mondiale. Vous auriez souri et vous m'auriez pris pour un naïf. Et pourtant... 65 oui, ans mais après, ça a mis du temps. Il y a quand même eu des pierres, une à une. Là, on a commencé à 6, ensuite. Mais vous savez là, ce qui m'attriste. Mais je vais vous dire ce qui m'attriste. Moi, je suis totalement certain que les Israéliens et les Palestiniens vont trouver le moyen de vivre ensemble un jour. Et il vaut mieux tôt que tard. Mais ce qui m'attriste, c'est ce qui s'est passé entre deux copains à moi, Majed et Igal maintenant. Au lieu de faire du ping-pong par France 24 interposé, alors qu'ils sont à une demi-heure l'un de l'autre. L'un est à Ramallah, l'autre est à Jérusalem. Pourquoi Igal? Pourquoi Majed ne passe pas plus de temps? Et les Igal et les Majed israéliens et palestiniens ne passent pas plus de temps à se retrouver, à se rencontrer, à s'engueuler, à se parler et à trouver les moyens de vivre ensemble. Ça, je reproche à Igal et je le reproche à Majed. Ils ne font pas d'efforts pour se rencontrer. Ils ne font pas d'efforts pour se parler. Avec M. Majed, vous rencontrez pas ni Igal, ni Majed. Vous ne parlez pas, comme le dit Ofer Brandstein. Et les deux, on les connaît, c'est des hommes de paix. Je suis désolé, Ofer a l'air de n'être pas informé. Je rencontre assez fréquemment, peut-être pas suffisamment, mais je rencontre assez fréquemment des collègues palestiniens, oui. Cela se fait loin des médias, bien entendu. Vous pensez bien que ces rencontres doivent rester discrètes. Mais on se parle, on se rencontre. Je dois dire que les collègues palestiniens de M. Bamia que je rencontre, moi, ne tiennent pas son genre de langage. Heureusement d'ailleurs, mais on se rencontre et on se parle. Il y a des contacts qui sont réalisés à tous les niveaux. Et évidemment, la presse n'en parle pas. Elle ne devrait peut-être pas en parler parce que après, ça pourrait faire scandale. Mais quel scandale? Ça existe, Ofer. Est-ce que vous me permettez? Allez-y, un mot très rapidement, Monsieur Bamia, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Dans cette région du monde, on a du mal à faire rapidement, juste pour vous dire que la question n'est pas simplement de se parler. Il y avait des questions très claires qui étaient posées, qui ne sont pas de l'ordre de l'invective. Nous nous basons sur le droit international, nous avons rempli nos obligations. En 2012, pas un seul Israélien n'a été tué à partir d'attaques de la Cisjordanie, et pourtant des Palestiniens sont morts. C'est face à cela que nous devons répondre aux aspirations légitimes de notre peuple, et il n'y a aucune honte à le dire quand on appelle à l'application du droit international, sauf dans le cas d'Israël, tout le monde trouve ça naturel. Je vous dis, un État au-dessus des lois finit toujours par se comporter comme un État hors la loi. Il est naturel de vouloir qu'Israël respecte le droit international. Il n'y a pas d'invective là-dedans. Et je voudrais dire à M. Ofer Brandstein que lui-même devrait savoir que ce gouvernement, pour l'instant, n'a pas démontré une seule fois qu'il voulait la paix, le gouvernement israélien actuel, alors que le gouvernement palestinien l'a beaucoup démontré et le paye dans sa crédibilité devant la rue palestinienne. Nous sommes prêts à reprendre demain le chemin de la paix si Israël montre sur le terrain qu'elle l'est prête aussi. Nous avons rempli nos obligations. M. Palmore devrait le dire en toute honnêteté, ce gouvernement n'a jamais rempli ses obligations et
n'a pas démontré qu'il avait l'intention de faire la paix. Marc Perelman, est-ce que vous croyez que l'administration Obama va vraiment s'impliquer dans ce second mandat? Est-ce que ça peut être la clé aussi pour la réussite de ces pourparlers de paix? C'est vrai que John Kerry s'implique beaucoup de par ses navettes dont on a parlé, mais aussi de par des rencontres discrètes qu'il a multipliées, que ce soit à Washington ou ailleurs. Mais je voulais juste revenir sur... En effet, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça a l'air très compliqué. Mounim Masri, avec qui donc j'ai passé plusieurs jours, raconte plusieurs anecdotes, notamment une anecdote que le président Shimon Peres lui a racontée récemment. Il raconte que Ariel Sharon, lorsqu'il était Premier ministre, est un jour invité chez Shimon Peres et lui a annoncé « Voilà, je vais faire le retrait de Gaza et je vais faire la même chose, sans doute, en Cisjordanie, du jour au lendemain. » Et donc, Mounim Masri a pris cet exemple venant de Shimon Peres pour dire « Voilà, c'est une région où les choses ont l'air totalement bloquées et peuvent se déclencher tout d'un coup, comme le retrait de Gaza ou comme la visite de Sadat à Jérusalem. » Alors on peut dire que c'est un rêve, peut-être un vœu pieux, mais lui, il croit à ce genre de choses, une sorte de déclencheur comme ça, brutal, qui fait qu'un Netanyahou peut se retrouver à la même table qu'Abou Mazen demain. Tout d'abord, Netanyahou s'est déjà retrouvé à la table d'Abou Mazen comme il s'est déjà retrouvé à la table d'Arafat. Donc Netanyahou peut absolument être un partenaire pour la paix. Et encore une fois, soyez sensibles à ce qu'il lui-même a dit il y a quelques jours. Igal a raison. Pour l'instant, il y a un gel tacite, tranquille des colonies. Pour l'instant, il y a quand même eu 296 logements à Beit-El. Mais Igal vous l'a dit, c'est pas une décision du gouvernement. Donc je pense que ce gouvernement a promis à Obama et a promis à John Kerry que pour l'instant, on gèle les colonies. Et la deuxième chose qu'il a dite, et elle est très importante... Il a souvent dit ça quand même au Fort Bronstein, Benjamin Netanyahou, il a quand même soufflé très souvent le chaud et le froid, on gèle les colonies, et puis après il y avait quand même... Vous savez très bien que ce gouvernement ne représente pas exactement mes aspirations. Mais d'un autre côté, j'espère que ce soit un gouvernement de droite, et j'espère que l'autorité palestinienne, comme Majed l'a dit, va trouver le moyen de se réconcilier avec le Hamas pour que ce soit un gouvernement de coalition nationale palestinien, un gouvernement de coalition nationale israélien. Est-ce que ce gouvernement de coalition nationale palestinienne sera accepté par la communauté internationale? Est-ce que la communauté internationale va accepter d'avoir comme interlocuteur le Hamas qui est considéré comme une organisation terroriste? Si le Hamas décide, arrête le terrorisme comme étant un moyen politique pour arriver à ses fins, la communauté internationale le reconnaîtra. En plus, dans la région, aujourd'hui, c'est les frères musulmans dont le Hamas est issu qui sont au pouvoir. Donc il faut être pragmatique et considérer le Hamas comme étant un acteur possible. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut bien... je suis persuadé que Obama, après la visite qu'il a eue dans la région, est déterminé à faire avancer le dossier parce qu'il y a d'autres problèmes dans la région plus importants, plus urgents que le conflit israélo-palestinien. Je suis persuadé que Mahmoud Abbas, le président palestinien, est déterminé à avancer le dossier. Il est à la fin de sa carrière politique, M. Abbas. Il a 78 ans. Je crois que M. Abbas veut arriver à une paix avec les Israéliens. Je suis persuadé que Netanyahou peut être l'homme de l'occasion. Bon, je vois Marc Perelman quand même sourire. Non, on a beaucoup parlé de la paix des braves, on va peut-être parler de la paix des vieux finalement. Voilà, peut-être que ça sera peut-être aussi une nouvelle génération. Pour les jeunes. Voilà, peut-être aussi une nouvelle génération, peut-être un renouvellement, peut-être aussi de la classe politique israélienne et palestinienne qui permettra peut-être la paix aussi, rapidement. Mais on est condamnés à vivre en paix, ça j'en suis persuadé. On est condamnés à vivre en paix, voilà, ce sera le mot de la fin au Fort Bronstein. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Igal Palmore d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Et merci également à Majed Bamia d'avoir été avec nous en direct de Ramallah. Merci beaucoup Marc Perelman, Mounir Masri, le parrain de Naplouse. Vous pouvez revoir ce reportage 21h45, heure de Paris, sur notre antenne. Très belle soirée, à demain.